Alors, pour commencer cette table ronde, je me suis inspirée d'un livre. Pour la présenter, cette table ronde, je me suis inspirée d'un livre qui a été écrit par Marc-André Sellos, hein, qui s'appelle Jamais seul. Et dans les premières pages du livre, ce biologiste et vulgarisateur parle de ce calmar. Alors, je vous le montre. Je pense que j'arrive à partager. Voilà, c'est un calmar du Pacifique. Alors, la particularité de ce calmar, c'est qu'il chasse la nuit, à la lumière de la lune, hein, pour ne pas être lui-même chassé. Le problème, c'est que la lumière de la lune crée une ombre projetée sur les fonds marins, et si les proies ou les prédateurs se trouvent sous le calmar, ils peuvent détecter son ombre, donc les proies s'enfuir et les prédateurs le chasser. Mais étonnamment, les scientifiques se sont aperçus que son ventre était luminescent, et cette luminescence provenait de bactéries que le calmar ingurgitait et plaçait dans des poches de manière judicieuse sur son bas-ventre. Et ces bactéries luminescentes s'éclairent la nuit et s'éteignent le jour. Et pour remercier de ce service rendu, le calamar les protège et les nourrit dans ses poches. Et c'est toute la base de ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire la symbiose du service rendu, du vivre ensemble. Voilà. Et nous avons donc trois intervenants pour en parler. Alors, je vais vous les présenter. Nous avons la chance d'avoir Héloïse Cheuchois. Alors, Héloïse Cheuchois, vous êtes spécialiste dans le dessin scientifique, et la science en a beaucoup besoin pour diffuser ses idées au niveau du grand public. Vous l'avez notamment extrêmement bien fait dans votre BD. Alors, je vais la montrer directement, je ne vais pas dans une BD que vous avez réalisée avec un scénariste, Fast, sur Voyage au cœur, au centre du microbiote. Alors, j'imagine que c'est par rapport à Jules Verne, hein. Cette fois-ci, on ne voyage pas dans le centre de la Terre, mais vraiment au centre du corps humain, et on voit que vraiment, on n'est pas seul. Alors, vous allez nous expliquer comment vous vous êtes imprégné de ce sujet, ce qui vous a surprise, les difficultés que vous pouvez avoir, vous avez peut-être eues lorsqu'il a fallu expliquer ce sujet qui est quand même assez complexe parce qu'on parle dans le domaine de l'invisible. Alors, avec vous, Stéphane Sauvagère, voilà. Alors, merci d'être là. Vous êtes microbiologiste, vous êtes spécialiste de l'ADN et du séquençage. Vous enseignez à l'école de l'ADN à Nîmes, notamment une notion, nous allons aborder ensemble, qui s'appelle One Health, en anglais, une seule santé, une santé. Alors, vous allez nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste, mais grosso modo, la faune, la flore, la santé humaine, la santé animale, tout est relié, on forme un tout. Et on va en parler ensemble. Et vous avez une deuxième casquette depuis peu, et on va aussi en parler, c'est que vous êtes gendarme réserviste de spécialité. C'est-à-dire que vous pouvez être impliqué dans le cadre d'enquêtes criminelles où vous donnez votre savoir pour développer ce qu'on appelle un profil bactérien. On va en parler aussi. C'est un peu mystérieux, mais on va en parler aussi. Et enfin, nous avons avec nous, bonjour Laurent Palca, maître de conférence au Musée national d'histoire naturelle. Vous êtes un spécialiste de la microbiodiversité. Vous avez écrit une multitude de livres. Il y en a un en l'occurrence qui a retenu mon attention, c'est celui-ci, Le peuple microbien, où on découvre le peuple microbien avec des fiches, des photos. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Vraiment, je vous le conseille. Et vous participez à de nombreux domaines de recherche, mais notamment un qu'on va aborder ensemble, qui est de grande envergure, puisque vous travaillez à répertorier les micro-organismes dans le sol français. C'est un projet pharaonique qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc, Oui. et on va commencer justement par vous. Alors, les micro-organismes, le titre de cette table ronde, c'est les micro-organismes, les super-pouvoirs. J'imagine qu'il y a un siècle et demi, les micro-organismes, on ne leur attribuait pas des super-pouvoirs, ils étaient plutôt liés à tout ce qui était contagion, pathogène, maladie, c'était quelque chose de... Alors, à partir de quand on peut parler vraiment de la découverte de la symbiose? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres types de symbiose, telles que l'histoire du calmar dont j'ai parlé, qui est un peu emblématique comme exemple? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la symbiose et des micro-organismes? Oui, déjà, la symbiose, si on prend la symbiose chez les plantes, par exemple, quand j'étais en thèse, la symbiose entre les champignons qui construisent, qui fabriquent avec la plante un organe qui n'existe pas chez la plante ni chez les champignons, qu'on appelle une mycorhize. Myco, ça veut dire champignon, rhize, ça veut dire racine.
Soit elle se trouve à l'extérieur de la racine, soit à l'intérieur de la racine. Et à mon époque, quand je dis à mon époque, c'est-à-dire quand j'étais en thèse, c'est-à-dire à la au milieu des années 80, eh bien, cette symbiose, nous, on pensait que c'était des parasites. Vous savez, la symbiose, il y a une connotation positive, mais non, la symbiose, soit elle est parasitaire, soit elle est mutualiste. Voilà. Et alors, la symbiose, elle était vue comme parasitaire uniquement. Et à mon époque, je le répète, on pensait que c'était des parasites. Et c'est pour ça que les symbiontes chez les racines étaient pris en compte par des phytopathologistes, c'est-à-dire des gens qui s'occupaient de la maladie des plantes. Voilà. Et donc, je pense qu'on va basculer vers une autre vision de la relation, en tout cas, entre les champignons et les plantes à partir des années 90. Voilà. Mhm. Et justement, vous utilisez cette réflexion, cette symbiose pour travailler sur les toits végétalisés, c'est-à-dire que vous avez, Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est si on ça. arrive à comprendre les symbioses mutualistes, on peut aussi s'en servir. Enfin, la symbiose n'est pas enfin, c'est minoritaire la symbiose parasitaire, hein, j'ai envie de dire presque, Oui, non? Ouais. oui, c'est ça, parce que la symbiose mutualiste chez les plantes, c'est grâce, regardez, il y a près de 400 millions d'années, si on revient en arrière dans l'histoire de la biosphère, il y a 400 millions d'années, même un peu plus, on a eu la colonisation des continents a été possible. Voilà. Et elle a été possible pour comment? Ça, c'est une hypothèse qui fait consensus depuis des années dans la communauté scientifique. Eh bien, c'est que les champignons qui se trouvaient dans l'eau, étaient déjà associés à des algues. Et c'est parce que cette association était fonctionnelle que lorsque les algues ont pu se développer dans un autre milieu que l'eau, c'est-à-dire le milieu continental. Donc, l'hypothèse, et on a aussi, c'est pas simplement une hypothèse farfelue, une hypothèse qui est formulée sans documentation, sans preuve, j'allais dire, hein, puisqu'on a des éléments fossiles très très bien conservé qui nous indique que ça devait être ça, eh bien c'est grâce à cette symbiose entre algues et champignons que les continents ont pu être colonisés et que les plantes ont pu se développer. Voilà. Donc sans cette symbiose a été fondatrice de toute la biodiversité, de toute la biosphère continentale. Mais nous-mêmes, les eucaryotes, là, comment ça s'appelle, donc ce sont des cellules avec noyau, nous-mêmes, nous sommes le résultat euh, d'une symbiose, non? Bien sûr, oui, oui. Quand Marc-André Selosse, il dit dans son livre Jamais seul, ça concerne les plantes, ça concerne les calamars, bien sûr, mais ça concerne les hommes aussi, mais tous les mammifères, tous les vertébrés, tous les insectes, tout le vivant. Parce que même les eucaryotes unicellulaires, ce qu'on appelle les protistes, sont aussi associés. Ouais. Et d'ailleurs, Alors, vous savez, juste pour être précis, les oui, protistes, les eucaryotes unicellulaires, si on devait donc résumer, parce qu'au niveau des micro-organismes, parce que je pense que c'est ça qui est un petit peu technique à comprendre, comment on peut les différencier? Il y a combien de types de micro-organismes et nous sommes dans quelle section, on va dire? ben, il y a deux grands types de micro-organismes. Si on ne parle pas on n'implique pas les virus, on a les prokaryotes, ce sont des unicellulaires dont l'ADN ou l'ARN n'est pas dans un noyau, voilà. Et donc on a les bactéries, les archées, et puis on a les eucaryotes, les protistes, qui sont soit les microalgues, soit les protozoaires, soit des formes intermédiaires, dont le noyau principal, nucléaire, se trouve dans une enveloppe qu'on appelle le noyau. Voilà. Et donc, c'est justement ces formes, donc c'est avec un noyau, elles sont issues d'une symbiose entre une bactérie, c'est ça? Oui, entre une bactérie et une archée pour le noyau, probablement, hein, parce qu'on est forcément, Oui, on est c'est dans for- l'hypothèse, mais bon, c'est c'est une hypothèse qui est forcément quand dans même bien. l'hypothèse. Mais Ouais. voilà. Mais par contre, on a là où c'est quand même moins une hypothèse, parce qu'on peut avoir des informations grâce justement à l'étude des gènes, c'est la mitochondrie. Vous savez que euh, tous les, euh, tous les eucaryotes, nous en particulier, mais tous les mammifères, les plantes, hein, on possède dans nos cellules un organite
N exemplaires qui nous sert à respirer. On appelle ça la mitochondrie. Voilà. C'est grâce à elle qu'on Nos respire, cellules qu'on respirent. peut utiliser l'oxygène, hein. Mm. Eh bien, cette mitochondrie, elle a une histoire. Et cette histoire, elle remonte à plus d'un milliard d'années, hein. C'est l'association entre une bactérie, qui était une bactérie parasite au départ, hein, et qui s'est installée dans le cytoplasme de la cellule, d'une cellule ancestrale. Alors, quand je dis une cellule, c'est forcément plusieurs cellules, évidemment, hein, je ne parle pas d'un seul événement, mais et donc, cette cellule s'est installée dans le cytoplasme. Elle n'a pas été digérée, voilà, tout simplement. Elle a échappé à la digestion. Et ensuite, elle s'est installée. Et non seulement elle s'est installée, mais au cours de l'évolution, elle a perdu son statut d'espèce. Elle a perdu son statut d'organisme vivant pour devenir une partie d'un autre organisme, c'est-à-dire une mitochondrie avec, donc on appelle ça un organite. Un organite, c'est une entité dans une cellule qui a une fonction et qui est délimitée par une membrane d'ailleurs. Eh bien, cet organite, la fonction de la mitochondrie, c'est la respiration. Voilà. Donc, sans cette association qui, non, au départ, n'était pas symbiotique, c'était parasitaire, hein, hein. Sans cette symbiose parasitaire initiale qui s'est transformée, eh bien, elle s'est transformée parce que l'hôte, c'est-à-dire la cellule, tirait un avantage reproductif, hein, dans le temps, mais également la bactérie qui était parasite, qui était à l'intérieur, tirait également un avantage. C'est pour ça que ça a été conservé dans l'évolution. Eh bien, sans cette association symbiotique, au début parasitaire et ensuite mutualiste, Mutualiste. eh bien, on n'en serait pas là. Ouais. Voilà. On Donc, ne serait pas à respirer de l'oxygène. mm. Donc, en fait, donc la symbiose, c'est vraiment l'origine de tout. Les micro-organismes, donc j'ai trouvé un chiffre. Enfin, les micro-organismes, vous étiez en train de dire bactéries, archées, enfin, ça regroupe tout ce qui est organisme microscopique, on va dire. C'est la forme de vie la plus répandue sur Terre. Et ça fait quoi? Un peu plus d'un siècle et demi que l'on comprend que ces micro-organismes, cet ensemble, cette population, œuvre, participe et même essentielle à l'équilibre du monde du vivant. C'est-à-dire qu'on est tous liés. Et justement, alors je vais me tourner vers Stéphane Sauvagère sur ce concept d'une seule santé, de One Health. Est-ce que dans le concept où la faune, la flore, la santé de la faune, de la flore, et des êtres humains et d'absolument tout, est-ce qu'on met à l'intérieur de ce One Health les micro-organismes? Est-ce qu'ils sont inclus? Ah ouais, totalement, totalement. Les micro-organismes vont être inclus. Alors vous allez avoir effectivement la partie, je dirais, comme le disait effectivement Laurent, toute la partie, je dirais, prokaryote. Donc effectivement les bactéries, les archées. Alors effectivement, dans le concept One Health, vous allez aussi avoir une grosse partie très importante que sont les parasites. L'aspect parasitaire va aussi être pris en compte. Et d'ailleurs, pour effectivement faire un peu le lien, hein, lorsqu'on parle aussi de microbiote, au sens large du terme, souvent on a quand même en tête que l'idée presque parfois des bactéries. Souvent on a cette idée que bactérienne. Alors attendez, le microbiote, hein, parce que là c'est une Oui. notion, le microbiote, c'est le monde, enfin le peuple des micro-organismes qui habitent le corps humain. Alors, pas Pas que. que. Effectivement, le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on a souvent, dans le contexte très général, finalement, cette idée microbiote qui est associée uniquement à l'aspect, je dirais, santé humaine. Attention, le microbiote est finalement partout. Vous avez effectivement le microbiote aussi des sols. On va parler du microbiote des sols. Je pense que Laurent sera aussi bien placé largement pour en parler. Mais effectivement, le microbiote des sols est extrêmement important. C'est-à-dire, aujourd'hui, en matière d'agriculture, beaucoup d'agriculteurs s'y intéressent de plus en plus pour la fertilisation des sols. On sait très bien qu'appauvrir d'un point de vue des communautés microbiennes le sol, ça va aussi entraîner une très grosse perte de la diversité végétale. Donc effectivement, vous avez aussi cet aspect-là. Et pour revenir sur le concept ONES, effectivement, ce concept microbiote avec notamment donc les parasites, vous avez donc effectivement tout l'aspect, on l'oublie aussi, l'aspect viral, donc effectivement qui est aussi très important. Alors attention, je sais effectivement aussi sur cet aspect-là, quand vous parlez aussi virus, d'un point de vue de la communauté scientifique,
aujourd'hui encore, on ne met pas dans le domaine du vivant. Donc, c'est aussi un concept assez Oui, on ne le difficile. considère pas, le virus, comme un organisme vivant parce que lorsqu'il n'est pas attaché à une cellule, il n'est pas, Il est inerte, il est inerte. Voilà, effectivement. hein, c'est pour ça. C'est ce qui fait la Ouais, différence entre. C'est pour ça qu'il est un peu à cheval. Voilà. effectivement, toute la communauté scientifique ne s'y accorde pas encore, hein. Certains, effectivement, hein, souhaiteraient le faire entrer dans le domaine du vivant. D'autres, de par aussi, effectivement, des mécanismes cellulaires qui sont totalement liés à l'activité donc d'une autre cellule, eh bien, on estime encore aujourd'hui qu'ils ne sont pas considérés comme le vivant. Donc, effectivement, pour revenir sur votre question sur le concept One Health, donc effectivement, euh, on va prendre en compte n'importe quel type d'organisme dans le concept One Health. Il n'y en a pas un seul qui va être de côté. Vous allez prendre effectivement les communautés végétales, vous allez prendre les communautés animales, les communautés bactériennes, mais aussi virales, forcément. Donc, effectivement, c'est cet équilibre. Alors, j'ai tendance souvent à dire aussi un équilibre dynamique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur quelque chose de statique. L'équilibre va toujours fluctuer en fonction effectivement des paramètres environnementaux. Effectivement, le concept wellness est aussi lié à l'activité humaine. Nos activités vont avoir une influence Ouais. positive ou négative. Souvent, on l'associe plutôt à une activité négative sur effectivement cette fluctuation des communautés bactériennes ou autres. Mhm. Totalement. Mais alors, les micro-organismes, étant donné que c'est ce qu'il y a de plus répandu, enfin, un organisme vivant le plus répandu sur Terre, est-ce qu'ils ont un poids plus important? Est-ce que finalement, pendant très longtemps, on les a négligés et aujourd'hui, on s'aperçoit, parce que une fois de plus, c'est assez récent, on s'aperçoit que réduire la biodiversité, comme vous dites, dans les sols, c'est perdre absolument quasiment tout l'intérêt du sol. Enfin, est-ce que il y a un poids, il y a des poids plus importants que d'autres dans cet équilibre? Parce que j'imagine que si l'être humain disparaissait, je veux dire, il n'y aurait pas nécessairement de déséquilibre dans la santé globale. Non, je sais pas. Alors, moi personnellement, c'est vrai qu'après ici, ça va être après quand on va être sur des jugements de valeur, si après on dit un poids, etc. Oui. Ici, on va pas dire qu'on est sur un poids plus important ou pas. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir vraiment cette importance d'équilibre qui va être liée donc effectivement à l'apport réciproque ou non entre les organismes. Donc effectivement, c'est sûr qu'il est évident qu'un certain nombre d'activités métaboliques même que nous avons ne pourraient pas se faire sans effectivement la présence de certains micro-organismes. Néanmoins, dire qu'ils ont un poids plus important, je reste quand même sur des mots assez mitigés. Dire qu'ils ont un poids plus important, pour moi, je ne sais pas ce qu'en penserait Oui, alors Laurent, peut-être, mais ouais, ouais. Peut-être pas plus important, mais en tout cas, ils ont une importance oui, ils ont une importance qu'on avait considérable. longtemps négligée. On était plutôt Ben, dans un mode hygiéniste dès qu'on pouvait. oui, si Ouais. Laurent me le permet, juste, je vais rajouter ce point-là, c'est qu'effectivement, en fait, avant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on était aussi notamment sur les postulats de Koch, euh, effectivement, sur une vision plutôt pathogène, en fait, des micro-organismes. Il fallait tout de suite se protéger des bactéries parce qu'effectivement, elles transmettaient que des maladies, etc. Aujourd'hui, on a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte de toute l'importance de monde microbien pour notre propre équilibre. Mm. Donc, pour notre homéostasie, tout simplement, notre équilibre en matière de physiologie humaine, si on est sur la partie physiologie humaine, mais si on va sur les écosystèmes aquatiques ou terrestres, c'est la même chose. Ils vont avoir, si j'ose dire, une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre qu'il faut maintenir et dont les micro-organismes vont participer particulièrement activement. Mm. Ouais. Ils sont bah, dans les sols, hein, Oui, bien les évidemment. sols, là, justement, dans votre étude, Laurent Palca, sur la biodiversité des sols, enfin, on s'aperçoit, et, enfin, on sait de plus en plus, mais on en découvre encore plus, que sans les micro-organismes, pas d'infiltration d'eau, pas d'azote, pas de, enfin, les sols sont stériles, quoi, en fait. Oui, donc l'importance des bactéries en l'occurrence, parce que les archées, par exemple, les archées pour clarifier les choses, ça ressemble aux bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries. Voilà, hein. Elles ont autant de caractères en commun avec les bactéries qu'avec les eucaryotes, c'est-à-dire avec nous et avec tout le monde dont les cellules comportent des noyaux. Voilà, donc les archées, c'est un peu particulier. Mais on en trouve beaucoup dans les sols. Avant, on croyait qu'elles étaient simplement dans les milieux extrêmes. Et maintenant, on les trouve partout.
Et, euh, et donc la présence des bactéries dans les sols, et voilà, parce qu'on parle d'écosystème, vous savez, il faut savoir que par exemple, Stéphane a parlé d'écosystème aquatique. Eh bien, entre écosystème aquatique et écosystème terrestre, les micro-organismes fonctionnent différemment. Dans tous les milieux aquatiques qui sont d'eau douce ou, ou Sol. marins, des écosystèmes marins, hein, Ah, eau pardon. douce ou marins, oui, les producteurs primaires, parce que vous avez un écosystème, c'est une unité qui fonctionne. Elle a une composante, c'est la biocénose, c'est-à-dire tout l'ensemble des vivants, et le biotope, c'est toutes les conditions physico-chimiques, hein. Eh bien, pour que l'écosystème fonctionne, il faut qu'il y ait une production de matière, on appelle ça les producteurs primaires, et puis il faut qu'il y ait un décomposeur. Il faut que ça tourne. C'est comme un moteur, si vous voulez, hein, mais il faut que ça tourne. Et, et, euh, et donc, dans les milieux aquatiques, les micro-organismes sont à la fois, enfin, ce pas les mêmes, mais ils s'occupent de la production primaire. C'est eux qui produisent la matière organique, la biomasse, qui va servir ensuite au réseau trophique, hein, et les décomposeurs. Donc, en fait, l'écosystème originel, c'est-à-dire avant la colonisation des continents, était possible parce qu'il y avait des producteurs primaires et des décomposeurs et que l'ensemble était composé de micro-organismes. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mhm. Dans les sols, c'est différent. Pas dans les sols, dans les écosystèmes terrestres, c'est différent. Parce que les écosystèmes terrestres sont enracinés, si j'ose dire, au niveau des sols. Mais la production primaire, ce sont les plantes. Ce ne sont pas les micro-organismes. Les micro-organismes dans les écosystèmes terrestres sont les décomposeurs. Voilà. Donc, on voit l'implication des micro-organismes qui est un petit peu différente selon les types d'écosystèmes. Oui, mais un sol sans micro-organismes, la plante n'a pas la matière, enfin, elle ne peut pas vivre, la plante, sans Euh, micro-organismes. L'apport d'azote, l'apport d'eau. Oui, alors ça, c'est si on voit des spécimens ou des associations aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une photographie de ce qui s'est passé dans l'évolution jusqu'à aujourd'hui et qui va se passer. Enfin, c'est une photographie qui s'arrête. Voilà, c'est une image arrêtée dans un processus, hein. Stéphane parlait de microbiote dynamique, ouais, d'association dynamique. C'est exactement ça. L'évolution, c'est dynamique. Ça évolue dans le temps. Voilà. Ouais, et Et, suivant la. oui, et donc ce qu'on voit par exemple pour la fixation de l'azote, si on a tous dans notre jardin ou dans les parcs, hein, on a tous on voit tout, on connaît tous les trèfles, hein, les trèfles à 4 feuilles, à 3 feuilles, bref, hein. Et là, les trèfles, ils sont associés à des bactéries. On voit, si vous déterrez un trèfle, vous regardez le système racinaire, vous allez voir des petites granules, ça s'appelle des nodules, hein. Et ce sont des bactéries qui sont à l'intérieur. Et ces bactéries-là, elles piège l'azote N2, l'azote de l'atmosphère, hein, et le transforme en azote ammoniacal pour la plante. Voilà. Et la plante va s'en servir ensuite pour fabriquer ces, euh, ces protéines, ces molécules, et ensuite ces acides aminés, ces protéines, et ensuite construire ces cellules et ces tissus. Voilà. Donc la bactérie qui fixe l'azote est forcément importante et même indispensable à la plante. Oui. Mais toutes les plantes ne sont pas forcément associées à des fixateurs d'azote Mhm. et toutes les plantes non plus ne sont pas associées à des champignons. Mais si, lorsqu'elles le sont, elles ont un avantage. Et donc, dans l'évolution, tout ce qui apporte un avantage est sélectionné parce que ça produit plus de descendance. Voilà. Ah Et oui, alors, donc. quand Sandrine, vous parliez tout à l'heure de mon travail sur les toits végétalisés, je travaille sur le toit végétalisé à Paris, mais également sur les murs. Et ce qu'on veut faire au CESCO, le CESCO, c'est mon unité de recherche, ça s'appelle Centre d'écologie et des sciences de la conservation, hein. Eh bien, on essaie de faire entrer de la biodiversité dans les villes, en particulier les villes denses, hein, pas simplement pour faire entrer des espèces, mais pour créer des néo-écosystèmes. Pourquoi? Qui rendent des services. C'est-à-dire que la société bénéficie
de la présence de ces écosystèmes. Or, sur les toits, les conditions sont très difficiles pour les plantes. Il y a des amplitudes thermiques et surtout hydriques qui sont telles que l'installation, le développement des plantes, surtout des herbacées, est très difficile. Et nous, ce qu'on essaye de chercher, c'est voir en quoi cette association avec les champignons améliore, Micro-organismes. favorise cette installation et ce développement, les micro-organismes, voilà, ce développement sur les toits des herbacées, voilà, pour qu'ils créent des écosystèmes. Donc en fait, quand on avance ensemble, on avance mieux, plus vite. Oui. Comme vous dites, une plante qui est en symbiose, ben, elle va avoir un avantage par rapport à une plante qui n'a pas nécessairement pratiqué une symbiose. Et alors, ces microbiotes qu'on trouve dans le sol, depuis peu, hein, ça va faire, on va dire, une dizaine d'années qu'on parle du microbiote humain. On est en train de découvrir aussi que nous aussi, Oui. nous sommes un microbiote avec, alors je crois que c'est à peu près 1000 milliards je ne sais plus combien non, plus de Euh, 200 espèces de bactéries dans notre microbiote. Ça représente un ça, à 2 kilos. mais Sandrine, ça dépend de quel microbiote humain vous Oui, parlez. oui, oui. Parce Ben que nous, justement, on est une mosaïque de microbiotes. On a exactement. autant de microbiotes. Et les microbiotes, ce sont des communautés de micro-organismes, hein, bactéries, archées, champignons, sous forme de levures, Virus. hein. C'est les levures. Les levures sont des champignons unicellulaires. Et puis également leurs virus, hein, parce que quand on a un organisme, normalement, on a tout le temps leur virus, hein. Les virus de bactéries, ce sont uniquement des virus de bactéries. Ce sont des bactériophages. Les archées, ils ont uniquement leurs virus qui sont des virus d'archées. Et puis les eucaryotes, nous, on a des virus qui sont uniquement des virus d'eucaryotes. Ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le confinement, il y avait eu un, une polémique qui était née par des bioinformaticiens qui avaient conclu que Provatella, c'est une bactérie de notre microbiote intestinal, servait de cheval de Troie au virus du Covid, de la Covid, c'est-à-dire SARS-CoV-2, hein. Eh bien, ça, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien parce que le virus de la Covid, c'est un virus d'eucaryote. Ce n'est pas un virus de bactéries. Et donc, il ne peut pas infecter les bactéries. Donc, c'est impossible. Ça, c'est une vision un peu, c'est un accident de raisonnement parce que lorsqu'on fait de la bioinformatique, je parle également sous l'autorité de Stéphane, à partir du séquençage, à partir de l'étude de l'ADN, hein, ou à partir de l'étude des gènes, eh bien, la bioinformatique, qui est une nouvelle science qui est indispensable. Sans les bioinformaticiens, qu'on fasse du séquençage, ça ne servirait à rien. Voilà. Alors, grâce à l'informatique et aux bioinformaticiens, c'est un vrai métier, eh bien, ils ont trouvé des co-occurrences. Ça veut dire ils ont trouvé des séquences de Provatella, de cette bactérie, et des séquences du virus de la COVID, souvent au même endroit. C'est pour ça ils en ont déduit par déduction que le virus s'était planqué dans la bactérie. Mais sur le plan biologique, ce n'est pas possible. Bon, bah ça c'est bon. Bah, tant mieux, on a découvert. C'était une fausse Oui, info. oui, Merci, fake news. Alors, fake pour news, oui. revenir au microbiote et à la mosaïque de microbiote, là, je vais faire intervenir Héloïse Chochois par rapport justement à votre BD, hein, qui est vraiment donc que vous. Ah, pardon, peut-être que Laurent Palk. Alors, je vois que Stéphane Sauvagère. Non, ah, je pensais que vous vouliez intervenir. Pardon. Et donc, pour revenir au microbiote, justement, à juste titre, Laurent Palka parlait d'une mosaïque de microbiote. Alors, j'aimerais juste partager avec vous une image de votre BD que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai retenue d'ailleurs. Vous utilisez l'homme de Vitruve. Et puis, dans cette image, vous montrez justement la multitude de microbiotes que finalement, nous ne sommes pas seuls. Et du reste, vous citez un auteur, vous dites je et nous. Alors, comment ça s'est passé? Alors là, vous n'avez pas nécessairement de notions scientifiques. Bon, vous n'êtes pas Pas une du tout. spécialiste en microbiologie. En revanche, vous êtes vraiment un passeur, hein, vous êtes une passeuse, hein, vous passez les informations et vous essayez. Comment ça s'est passé quand vous avez déjà découvert ce sujet-là et surtout quelles ont été les difficultés? Parce que le microbiote, c'est intérieur, c'est petit, c'est invisible, ça se voit pas. Quelle a été l'approche pour justement pour en parler au niveau du grand public? Euh, alors, bah, du coup, sur cette bande dessinée, alors moi, je suis pas scénariste en plus sur cette bande Oui, dessinée parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, comme je suis pas
scientifique de formation, je travaille systématiquement avec des gens qui ont les compétences de m'apporter les fonds des bandes dessinées sur lesquelles je travaille. Voilà, moi, je travaille la forme et les gens qui ont les scientifiques travaillent le fond. En l'occurrence, là, il y a eu en plus une passerelle entre les scientifiques et moi-même qui sont dans les scénaristes, et donc c'est eux qui ont eu les idées de base, comment dire, les métaphores, enfin, qui ont travaillé sur les métaphores. Mais en effet, une des grandes difficultés sur ce projet, comme vous l'avez dit, c'est que les micro-organismes, c'est microscopique. Or, moi, je suis dessinatrice, et donc mon but, notamment dans une bande dessinée, hein, une bande dessinée, c'est un art qui utilise le texte, mais le dessin main dans la main pour transmettre les informations. Mais voilà, il y a du texte et du dessin. Et donc, comment est-ce qu'on représente les micro-organismes de manière intéressante tout au long de la bande dessinée? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dessine des petits points pendant toute la BD? Mais ça va pas être intéressant. Enfin, ça va une fois, mais on va vite tourner en rond. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Et une de ces solutions, c'est quand même beaucoup d'essayer de trouver des métaphores qui fonctionnent euh, Ça marche très bien du reste, hein, la métaphore dans cette BD. Donc, pour raconter brièvement l'histoire, hein, un groupe de journalistes va visiter une île, hein, qui s'appelle Microbiota. C'est ça, hein? devenir très Non. subtil. Ah oui, non, mais c'est très bien. Et dans cette île, donc, alors, donc il y a une journaliste très maligne, d'autres journalistes un peu moins, et il y a un savant qui me fait beaucoup penser. Alors, je ne sais pas si alors, je vais vous partager l'image de ce savant, parce que, enfin, pas de ce savant, de cet investisseur, hein. C'est un Ah, investisseur qui a d'accord. décidé de se lancer c'est lui qui a décidé de créer cette île. Alors, je vous partage une image, hein. Il me fait penser un peu à Elon Musk. Ah oui, c'est tout Parce à que fait, c'est tout à fait d'inspiration, ah, hein. c'est vrai. Ah, bah, C'est écoutez, pas bon, alors pour c'est très bien rien. vu parce que j'ai tout de suite compris. Hop, je partage l'image. Et en fait, pour résumer, il vient présenter cette île parce qu'actuellement, les recherches permettent de réfléchir à un suppositoire qui permettrait de renouveler le microbiote et de s'assurer d'un équilibre. Voilà, on est tous sauvés, quoi. Voilà, c'est un C'est peu ça ça. l'idée. Lui, il veut créer, il veut utiliser la science et la technique pour créer un microbiote pour tous, quoi, en gros, un truc un peu, mais qui pense être miraculeux. Et c'est la porte d'entrée pour la confrontation avec d'autres points de vue, notamment de scientifiques, pour lui expliquer que c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Euh, Ouais. et- Parce qu'on comprend très bien avec donc un des scientifiques, enfin, un scientifique qui est caché, qui est un peu qui est caché dans l'île, on comprend qu'il fait totalement fausse route parce que le microbiote est différent. On ne peut pas inventer un médicament comme ça. Bon. Non, c'est ça, bah, c'est important dans les bandes dessinées, en fait, notamment pour justement avoir les apports des différentes informations, d'avoir des personnes qui sont en conflit les unes, qui ont des conflits d'idéologie les unes avec les autres, et donc pouvoir déjà poser les questions que les gens se posent aussi, parfois, même si et pouvoir y répondre par la voix d'autres personnages, confronter les opinions, etc., euh, comment dire, soit prouver, soit réfuter certaines idées autour du microbiote. Et c'est vrai que bah, une des solutions aussi graphiques qu'on a choisies dans cette bande dessinée, c'est de se dire, bon, ça va se passer sur une île, et en fait, on parle de l'infiniment petit, mais tout ça, on va aussi le retransmettre dans le décor, en fait. Les personnages, l'île elle-même est une métaphore alors nous, on parle du microbiote intestinal, donc pour le système digestif humain. Et donc, à chaque fois qu'on va parler de quelque chose euh, qui est lié à l'infiniment petit, et ben, on va aussi essayer de le représenter dans cet environnement-là, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, enfin, sans Ah oui, imaginer. d'ailleurs, l'île a la forme d'un être humain un peu, hein. Et Oui, il y a un passage que j'aime beaucoup où à un moment la journaliste et l'entrepreneur passent à travers une grotte. Et donc vous faites la métaphore de l'accouchement et du exactement. microbiote que transmet la mère à son enfant. Et du reste, ce chapitre s'appelle L'origine du monde. Et donc on les voit traverser ce microbiote. Euh, enfin, c'est très bien fait parce que vraiment tout au long de la découverte de l'île, on découvre les différents microbiotes cutanés, intestinaux. Et du reste, il y a un passage. Alors, maintenant, depuis quelques temps, on commence à bien l'admettre. Vous abordez aussi l'idée que le microbiote intestinal serait notre deuxième cerveau. Et vous le. Ouais. Alors, je ne sais Oui. pas si vous, ça vous a surpris quand vous l'avez découvert. Vous le saviez Euh, avant ou, Bah alors,
J'ai globalement tout appris hein, sur cette bande dessinée. C'est-à-dire que moi, c'est souvent le cas quand je travaille sur un sujet, comme je suis pas du tout une spécialiste, j'arrive vraiment en néophyte. Alors là, ça m'a un peu surpris, j'en avais entendu parler, parce que c'est quelque chose, c'est quand même, c'est pas tout récent complètement comme notion, mais j'en savais pas plus que ça, quoi. On me dit, voilà, l'intestin, c'est le second cerveau, et puis ma connaissance s'arrêtait là, je savais pas ce que ça voulait dire, je savais pas pourquoi est-ce qu'on disait ça, etc. Et donc, j'ai pu apprendre plein, plein de choses Et ben sur cette... justement, au niveau, alors je ne sais pas qui peut répondre de Ouais, pas Stéphane moi. Sauvager ou de Laurent Palca. Non, je sais. Alors, je vais juste partager l'image parce que dans votre BD, alors, il y a c'est très visuel, vraiment. Voilà, ça c'est une des images où on parle du deuxième cerveau. Alors, je ne sais pas qui peut m'en parler de Stéphane ou de Laurent Palca, de ce deuxième cerveau. Parce que c'est vraiment un deuxième cerveau, c'est vraiment, les bactéries sont vraiment reliées par, comme le montre l'image, par le nerf vague, par un nerf. Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Stéphane Sauvagère, est-ce que vous avez étudié un petit peu sur ce deuxième cerveau? Enfin, je ne Euh, demande pas des détails, hein, mais c'est oui, vrai que ça a été très surprenant. On en a parlé beaucoup dans le grand public. Il y a eu beaucoup d'articles sur justement ce deuxième cerveau dans nos intestins. Ça paraît un petit peu fou quand même de se dire que les bactéries, les micro-organismes ont un impact hein, sur nos comportements, nos humeurs. en fait, oui, tout à fait. Alors, c'est plus exactement, notamment de par leur activité métabolique et certaines molécules, effectivement, en fait, qu'ils vont pouvoir synthétiser ou certaines protéines, parfois, qui vont effectivement être finalement, je dirais, des médiateurs cellulaires, en fait, des signaux cellulaires qui vont entraîner des réponses de nous, si je veux dire, de notre organisme. Je vous donne un exemple tout bête pour vous montrer quand même l'importance, effectivement, de ces bactéries que nous avons au niveau de l'estomac et des intestins. Par exemple, la mélanotropine, donc c'est une hormone de la satiété. Alors, c'est celle Ah oui. qui permet donc effectivement de ne pas d'arrêter de manger. Eh bien, si vous prenez donc une petite bactérie qu'on connaît très bien, qui est Escherichia coli, eh bien, Escherichia coli, elle synthétise une protéine, je vous passe le nom de la protéine, mais qui a un effet antagoniste, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer à l'activité de la mélanotropine, et donc elle va entraîner, si j'ose dire, à l'individu de dire, bah non, continue à manger, à t'alimenter. Et donc, c'est notamment un des liens, par exemple, un parmi tant d'autres, attention, hein, qui peut expliquer donc effectivement l'augmentation d'obésité, de facteurs d'obésité, etc. Donc, en fait, vous avez effectivement un lien entre votre estomac et votre cerveau, parce que ça va envoyer un message aussi de plaisir au cerveau. Continuer à manger, c'est bien. Donc, vous avez effectivement un lien. Alors, il y a énormément d'études effectivement qui montrent le lien, notamment entre votre activité bactérienne au niveau de l'intestin et certaines pathologies que sont par exemple même Alzheimer, Parkinson, donc Autisme. Autisme autisme, aussi, dernièrement, on totalement, arrive. Ouais. Mm. totalement l'autisme également. Donc effectivement, alors il est vrai que le microbiote intestinal a le vent en poupe, hein. Je veux dire, c'est vrai que c'est un domaine très très connu où effectivement on voit l'importance qu'il y a sur notre physiologie humaine. Néanmoins, je trouve qu'il est dommage aussi qu'on ne parle pas des autres microbiotes qui sont tout aussi importants. Exemple, pour revenir sur notamment ce qu'a dit Laurent, il a parlé du SARS-CoV-2. Eh bien, notamment lorsque on s'est intéressé au microbiote pulmonaire, on s'est rendu compte notamment du lien du déséquilibre qu'il y avait au niveau du microbiote pulmonaire et finalement de la prévalence après du SARS-CoV-2 pour infecter aussi. Vous avez parlé notamment de par l'ouvrage d'Héloïse, eh bien, notamment par exemple de tout ce qui est accouchement. Mhm. Eh bien, pareil, le microbiote utéro-vaginal est fondamental. On a mis en évidence qu'un déséquilibre du microbiote vaginal, eh bien, entraînait des accouchements prématurés. Mhm. Donc, s'intéresser effectivement qu'à l'aspect, ce qu'on appelle le gut-brain Oui. axis, donc le lien entre le cerveau et effectivement l'estomac est fondamental. Mais on se rend compte aussi d'une chose qui est tout aussi importante, c'est que les microbiotes, comme le disait Laurent, il a bien spécifié les microbiotes que D'une nous avons, mosaïque parce de qu'il n'y en a pas microbiotes, tout qu'un, à fait. il y en a plusieurs. Voilà. Eh bien, effectivement, ils sont tous interconnectés. Ce qui d'ailleurs a donné le concept par Margulis dans les années 90 de ce qu'on a appelé l'holobionte. C'est-à-dire que nous sommes des super-organismes. Donc, Holobionte, hein? ouais, Obionte ou l'holobionte consiste, holobionte? ouais, consiste finalement en quoi? C'est-à-dire que, bon, il y a nous, si je veux dire, nos cellules, etc.
mais aussi toutes les interactions que nous avons avec effectivement les micro-organismes qui nous composent, mais aussi les micro-organismes qui sont en interaction avec nous, donc les micro-organismes extérieurs à nous. Donc c'est ce qu'elle a appelé donc l'holobionte. C'est finalement la notion d'individu que nous sommes est bien plus complexe. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un individu? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est plusieurs individus en un? Donc voilà un peu l'idée. Eh ben justement, Laurent Palca en parlait, on a parlé, peut-être que vous pouvez nous préciser ça, mais lorsque l'être humain ou lorsqu'un organisme vivant est en contact avec le sol, par exemple, il partage ainsi des micro-organismes et ça enrichit sa flore cutanée, intestinale, enfin, le lien avec le sol, hein, lorsqu'on s'est aperçu que les personnes qui étaient à la campagne avaient peut-être plus un microbiote ou des micro-organismes plus diversifiés que ceux qui vivent en ville parce qu'ils ont moins de contact avec le sol. Oui. Euh, Ah, pardon. non, non, Excuse-moi. non, allez-y, Laurent. Non, c'est justement Laurent qui m'en avait parlé. Excuse-moi, Stéphane. Ah oui. Il y a un article de 2019, scientifique, hein, qui montre très bien, enfin, qui le montre. C'est une conclusion, c'est une interprétation, une conclusion à partir d'interprétation de la littérature, hein, qui veut dire, hein, que on perd, vous savez, entre le monde de la ville et le monde extérieur de la ville. Je ne parle même pas entre les civilisations, mais entre la ville et en dehors de la ville. On perd de la diversité du microbiote intestinal. On sait que la composition du microbiote intestinal diminue de l'extérieur de la ville vers l'intérieur de la ville. Et évidemment, c'est en fonction du mode de vie. Le mode de vie est très, très important pour sélectionner les, les- en tout cas les bactéries qui composent le microbiote. Et donc, dans cet article, il montre très bien que euh, une des raisons, parce que la science, et c'est jamais une seule explication, une explication proviendrait justement du fait que nous, nous tous, en ville, on est de moins en moins en contact avec le sol. Voilà. Et parce qu'on est de moins en moins en contact avec le sol, on perd une partie des espèces qui composent notre microbiote intestinal, en particulier dans le côlon. Voilà. Et donc, c'est exactement, ça revient au concept de One Health, c'est-à-dire entre le sol et l'individu, ça fait un. Ça fait un parce que on alimente le sol nous alimente. C'est exactement la même chose avec les plantes. Voilà. Et donc, et on n'a pas intérêt à perdre de la diversité. Alors là, ouais, juste rentrer dans le détail, mais un tout petit peu. On a deux types de diversité. La diversité Alors, alpha et bêta. Laurent Palca, si ça Oui. vous dérange pas, on va Ouais. aborder justement ce concept de microbiote et de diversité du microbiote pour le profiling. Mais juste avant, j'aurais voulu vous montrer, alors, parce que quand vous parlez de biodiversité, de toute son importance, dans la BD d'Héloïse, alors attendez, je suis en train de vous chercher ce que je voudrais vous partager une des images. Il y a un des personnages, parce que là, dans ce que vous venez de vous dire, on a tous envie d'aller se rouler dans le sol, hein, presque de se rouler dans la terre et dans les herbes. Et justement, dans la BD d'Héloïse, il y a un personnage qui est complètement obsédé par les microbes, hein, comme il le dit, et qui se badigeonne d'antiseptique, il peut même pas manger de fromage avec les bactéries, enfin vraiment qui a cette peur, on a l'impression qu'il sort du 19e siècle, hein, fin du 19e siècle, alors que de nos jours, justement, on propose de partager. Alors vous, Héloïse, quand vous avez réalisé cette BD, est-ce que vous avez changé votre mode de vie? C'est une question un peu intime, mais c'est une vraie question que je vous pose parce que quand j'ai lu la BD, j'ai eu envie de diversifier mon microbiote, hein, Bah, quel qu'il soit, un cutané, intestinal. non, mais c'est une très bonne, en vrai, c'est une très bonne question parce que moi, j'avais justement un peu tendance à pas trop, enfin, justement, à avoir avant le Covid, en fait, à pas trop justement utiliser de gel hydroalcoolique, ce genre de truc. Mais le Covid étant arrivé, je suis un peu rentrée dans cette obsession parce qu'il fallait faire gaffe, hein, ça c'est hyper important, mais un peu, je pense que ça nous a un peu tous rendus fous là-dessus. Et donc, et comme je travaillais sur cette bande dessinée en même temps, ça m'a permis de revenir un petit peu de relativité et d'arrêter justement de m'asperger de gel hydroalcoolique toutes les 5 minutes parce que comme le dit la bande dessinée, il faut faire, enfin, il y a
des bactéries qui sont pathogènes, c'est pas moi qui. Mais en Virus, les fait, virus. il y a un moment, faut pas non plus. Faut pas arrêter, faut pas se, comment dire, faut pas se stériliser, hein, parce que si nos propres bactéries cutanées, etc., elles sont hyper importantes et si on les enlève, alors je vous dis ça, vous vérifierez bien sûr avec les scientifiques ici présents que je dis pas n'importe quoi, mais ben, c'est la porte ouverte, supprimer ces bonnes bactéries, c'est la porte ouverte parce que justement, après, on laisse le champ libre à des mauvaises bactéries de venir se réinstaller à la place, quoi. Donc, c'est important de ne pas trop. Donc, à Enfin, l'issue voilà. de ça, en effet, vous avez modifié, vous avez fait un peu plus attention à la stérilisation, mais aussi vous avez essayé de diversifier. En fait, c'est ce que expliquait Laurent Palca, c'est là où il allait en venir, hein, c'est là où je l'ai interrompu, mais on va y aller maintenant. Ah, Justement, c'est sur la biodiversité de notre corps, hein, des micro-organismes. Et de la même manière, vous nous expliquez qu'il y a deux types de biodiversité, alors alpha et bêta, arrêtez-moi si je me trompe. Et donc, l'objectif, c'est que nous soyons le plus biodivers possible. Et justement, lorsqu'il y a une prédominance d'une bactérie, d'un type de bactérie par rapport à un autre, c'est là où ça pose problème finalement. Exactement. Ouais. Il faut favoriser la diversité et pas uniquement chez les bactéries, hein, mais et pas Mhm. uniquement dans le microbiote. Champignon. Mais il faut favoriser la diversité parce que la diversité est synonyme de régulation. Voilà. On régule chaque composante d'un microbiote par la diversité, justement. Et un exemple qui va parler à tout le monde. On a tous pris des antibiotiques, quelquefois des antibiotiques ciblés, quelquefois des antibiotiques à large spectre, quelques jours, plusieurs jours, même plusieurs semaines. Voilà. Et donc, lorsque on utilise des antibiotiques, et je dis rien contre les antibiotiques, évidemment. Je sais très bien la chance qu'on Essentiel. a eue de pouvoir utiliser les antibiotiques dans notre histoire, évidemment. Mais il se trouve que lorsqu'on utilise des antibiotiques, les antibiotiques vont pas, même s'il y en a qui sont très ciblés, vont décimer une large partie du microbiote, en particulier du microbiote intestinal. Et donc, lorsqu'on a un microbiote, c'est pas composé uniquement de micro-organismes bénéfiques. Ce sont, c'est un équilibre dynamique, hein, pour reprendre encore ce que Stéphane disait tout à l'heure, c'est un équilibre dynamique entre des micro-organismes bénéfiques pour l'hôte, c'est-à-dire pour nous, hein, et potentiellement euh, néfastes, Pathogène. pathogènes ou néfastes. Je dis potentiellement, pourquoi? Parce que lorsque vous prenez des antibiotiques, vous allez réduire en grande partie le microbiote en particulier du côlon. Vous allez réduire beaucoup. Et il y a une bactérie, un groupe de bactéries dans le côlon qui est potentiellement néfaste. Je n'ai pas encore dit pathogène, potentiellement néfaste, hein, mais elle est régulée par les autres bactéries parce que les autres bactéries lui prennent le substrat dont elle a besoin pour se développer. Donc, elle n'a pas beaucoup de substrat pour se développer, donc elle prend un petit peu, donc sa population est régulée. Mais s'il n'y a plus les autres bactéries qui vont utiliser la nourriture, les nutriments, eh bien, cette bactérie-là, et puis la place aussi, eh bien, la bactérie va prendre le dessus, elle va coloniser le côlon. Et là encore, c'est pas problématique. Donc, cette bactérie-là, c'est un Clostridium. Il s'appelle même Clostridium difficile, mais il a changé de nom. Mais son nom, maintenant, je n'arrive pas à le prononcer. Donc, je préfère utiliser encore le terme de Clostridium difficile. Eh bien, il colonise le côlon, mais et là, il est pas pathogène, hein. Il est néfaste parce il a colonisé tout l'espace, mais il n'est pas pathogène. Mais lorsque les cellules du Clostridium, de cette bactérie-là, vont arriver les unes à côté des autres, parce qu'elle est dans un milieu fermé et qu'elle se développe énormément, eh bien, il va se passer un phénomène. Ce phénomène-là, on le connaît pas simplement dans le côlon, on le connaît dans la nature d'une manière générale. Ça s'appelle le quorum sensing. Ça veut dire que c'est un phénomène qui fait en sorte que la proximité des cellules les unes avec les autres va déclencher l'expression de gènes à l'intérieur des cellules qui ne s'exprimaient pas. Et chez Clostridium difficile, ces gènes qui ne s'exprimaient pas vont s'exprimer pour produire des toxines.
Voilà. Et donc, c'est ces toxines qui vont rendre malade et même qui vont éventuellement tuer la personne. Voilà. Donc, le Clostridium, normalement, dans le microbiote, il n'est pas pathogène, il n'est même pas néfaste. Il est potentiellement néfaste. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Laurent Palca, c'est que c'est pas les antibiotiques, heureusement qu'on les a, mais en revanche, lorsqu'on prend des antibiotiques, mais même lorsqu'on n'en prend pas, ce qui est important, c'est la biodiversité. C'est de cultiver cette biodiversité, c'est s'assurer qu'on n'a pas une chute de biodiversité. Et c'est vrai que tout comme on peut le voir dans le monde des macros, hein, dans le monde micro, on observe au fur et à mesure une chute de biodiversité, notamment dans notre corps, hein. Alors ça peut être dans les sols, mais dans notre corps. Et cette chute de biodiversité peut créer des déséquilibres, bon, parfois qui peuvent être aller jusqu'à la mort. Heureusement, c'est pas toujours le cas, mais voilà, cette chute Voilà. de biodiversité. Et donc, il faut être vigilant à notre alimentation, Voilà. à notre mode de vie. Et voilà. Un, Et e- puis, ouais. Sandrine, un exemple. On a de plus en plus on consomme de plus en plus d'aliments transformés. Mhm. Peu transformés ou beaucoup transformés, hein. Mais pour transformer ces aliments, qu'est-ce qu'on cherche? Les industriels, on ne va pas non plus leur jeter la pierre. Et ils servent aussi beaucoup à la société. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à conserver ce qu'ils vont produire, ce qu'ils produisent et ce qu'ils vont commercialiser, évidemment. Donc, pour faire ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle des émulsifiants. Ce sont des composés qui rendent possible la conservation des aliments. Voilà. Et ou également la présentation des aliments. Par exemple, une baguette, un pain, hein, il faut qu'il ait une composition, une forme Se qui conserve. satisfasse la Mhm. clientèle, hein. Et ben ça, c'est dû à des émulsifiants. Et le problème avec les émulsifiants, c'est qu'on sait, et on le découvre de plus en plus, eh bien, ils ont un effet néfaste avec certaines bactéries de notre microbiote intestinal. Voilà. Donc, utiliser des éléments transformés, surtout beaucoup transformés, eh bien, c'est un risque de faire disparaître des bactéries Ouais. de notre côlon. Et juste un mot, on n'a pas du tout intérêt parce que l'intérêt, c'est de manger des fibres. On le sait depuis longtemps qu'il faut manger des fibres, hein. Les fibres, c'est des molécules très longues qui ne peuvent pas être digérées. On ne peut pas les digérer et on les digère uniquement dans le côlon. Voilà. Et donc, il faut qu'elles vont traverser l'estomac, l'intestin grêle, vont arriver dans le côlon. Et pourquoi il faut manger des fibres? Eh bien, parce que dans le côlon, il y a des bactéries qui vont attaquer ces fibres, qui vont produire des molécules qui vont alimenter d'autres bactéries, et ces bactéries-là vont produire d'autres molécules qui vont être bonnes pour nos cellules épithéliales du côlon. C'est-à-dire que tous ces problèmes d'inflammation chronique, ou pas chronique d'ailleurs, hein, de l'épithélium de l'intestin, en particulier du côlon, eh bien, est lié en particulier par l'absence ou la régulation de la digestion des fibres dans le côlon. Voilà. Et il y a une bactérie très intéressante que tout le monde connaît, c'est Bifidobacterium. Tout le monde a, en tout Dans le cas, yaourt, le tout le monde connaît les, actif. les, les, les probiotiques, les yaourts au bifidus actif. Et bien, le bifidus, c'est une bactérie qui a cette forme-là. Elle est bifide, pas tout le temps, mais c'est quand même une caractéristique majeure. Et cette bactérie-là, bah, elle digère les fibres, elle produit des molécules pour d'autres bactéries qui vont être bénéfiques pour nos cellules épithéliales. Voilà, donc moi, il faut manger des fibres pour ça. D'accord. Alors, bon, merci. Alors, on va revenir. Il nous reste que 5-6 minutes pour parler du sujet de la chute de la biodiversité du microbiote. Alors, vous étiez en train de l'aborder, Laurent Palca, je vais juste le résumer. C'est qu'avec cette chute de biodiversité dans notre microbiote, il y a certaines populations de microbes qui vont prendre le dessus par rapport à d'autres, ce qui va faire qu'on va de plus en plus se différencier entre individus. C'est-à-dire que avant on avait tous plus ou moins un microbiote quand on était tous équilibrés, plus ou moins similaires, mais avec la chute de biodiversité, enfin plus ou moins similaires à peu près, et avec la chute de la biodiversité, c'est ce que vous appelez la diversité alpha, je crois, ou bêta, on est de plus en plus différents dans notre Voilà. microbiote. La diversité alpha, c'est le nombre d'espèces que l'on a par individu. Voilà. Et donc, si ce nombre diminue, hein, donc la diversité diminue, mais d'un autre côté, il y a la diversité bêta qui augmente. La diversité bêta, c'est le changement d'individu à individu.
Voilà. Et donc, ça va intéresser Ben voilà, justement. Stéphane, parce que ça constitue de plus en plus une carte d'identité de l'individu, puisque chacun va avoir un microbiote, en tout cas du côlon, hein, spécifique. Alors Stéphane, justement, vous, là, on va finir sur cette casquette que vous avez de gendarme réserviste, où on vous sollicite, ça fait à peu près un an ou deux, mais c'est assez récent hein, comme recherche, où on essaie de profiler les individus par leur microbiote cutané, leur microbiote. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, justement, de cette différenciation, cette identification? Oui, je vais faire simple, hein, Oui, rester large, etc. Donc, après, dire que c'est récent, alors, en fait, d'un point de vue des sciences, qu'on appelle les sciences forensiques, donc les sciences criminelles, il faut savoir quand même que l'étude de la diversité microbienne a été largement répandue déjà en médecine légale, oui, notamment oui. pour tout ce qui est détermination de ce qu'on appelle la PMI, donc Tout ce l'intervalle qui est autopsie. post-mortem. Ouais. Voilà, tout ce qui est autopsie. Ça, c'était très, très intéressant et surtout très important, notamment dans les processus de putréfaction du corps, pour savoir effectivement la date du décès, l'heure du décès plus précisément, de par l'étude des micro-organismes. Et notamment, et tout cet avènement a commencé par ça, parce que même la putréfaction d'un corps va être différent selon si votre corps est forcément, par exemple, localisé dans de l'eau, s'il est Mhm. localisé sur du sol, s'il est dans la maison. Donc, vous allez même voir que la communauté microbienne que vous allez avoir donc à la surface de la peau va différer en Mhm. fonction du lieu où vous êtes. Ouais. Donc ensuite, effectivement, ça, grosso modo, on va dire que ce qu'on appelle la microbiologie forensique, donc c'est-à-dire utiliser les microbes pour pouvoir en faire en fait un profil bactérien pour un Ouais. individu, a commencé dans les années 2000. D'accord. C'est très, très récent. Euh, Mais alors du coup, alors moi je me pose, alors la question que vous ai posée au téléphone, je vous la repose. Est-ce que on pourrait par exemple dire, suivant le microbiote que vous trouvez sur une table laissé par un potentiel suspect, avoir un profil de ce suspect, comme on pourrait le faire avec l'ADN? alors, du moins, ça serait pas directement par rapport à la table. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a déjà montré des publications montrent que vous avez à la surface de la main, dans votre microbiote cutané, mais à la surface de la main, vous n'avez que 13% de la communauté microbienne que vous avez à la surface de la main qui est commune entre les gens. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même plus de 70% que vous pouvez utiliser comme moyen de discrimination entre individus. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que effectivement, vous pourriez, par exemple, si une personne a été touchée avant d'avoir été tuée, par exemple, etc., avoir la capacité de récupérer effectivement les communautés microbiennes, d'en extraire le matériel génétique, et ensuite, effectivement, de faire du séquençage pour pouvoir, eh bien, déterminer cette diversité alpha et bêta que vous avez. Sauf Mhm. qu'effectivement, cette diversité va être propre à chaque individu. Mhm. Donc ensuite, par rapport à des présumés suspects, par exemple, bah, vous allez pouvoir faire un prélèvement sur eux, cutané, et déterminer leur profil bactérien. Mhm. Et ensuite, comparer avec ce que vous avez découvert sur une scène. Mhm. C'est l'idée. Ouais. Donc c'est complètement fou. Alors les micro-organismes deviennent, enfin les micro-organismes, donc mosaïque du corps humain, ça devient une carte d'identité, ça nous personnifie, ça nous aide à évoluer. Enfin, Alors, ce monde des micro-organismes, c'est quand même. aujourd'hui, on est, comme je vous disais au téléphone, hein, on est encore dans des phases de balbutiement en matière de microbiologie forensique. On n'est pas encore sur quelque chose, je dirais, de particulièrement sûr, certain. On reste quand même encore sur ce qu'on appelle des profils génétiques d'individus. Donc ça, c'est votre profil génétique à vous, de Mhm. vos cellules. Mais par contre, effectivement, l'idée serait de tendre après vers vraiment ce qu'on pourrait appeler effectivement un profil bactérien propre à chaque individu. Néanmoins, il faut rester très vigilant sur cet aspect-là, c'est-à-dire que quand vous êtes jeune, quand vous êtes à milieu de vie, fin de vie, âgé, votre microbiote change en tout temps. Votre microbiote va changer aussi en fonction de vos habitudes alimentaires. Votre microbiote va changer de façon ponctuelle, par exemple aussi à des médicaments que vous pouvez prendre. Donc tous ces paramètres devront être aussi pris en compte pour pouvoir établir un profil bactérien, si j'ose dire, le plus fiable possible. Mhm. Donc Ouais. ici, c'est quelque chose qui reste encore dans des Oui, c'est phases. encore les balbutiements. Ouais, c'est encore. Mais bon, Ouais, on sent quand même une idée. ah oui,
Maintenant qu'on commence à intégrer les micro-organismes comme faisant partie de l'autre, enfin, de chacun, de l'univers, enfin, du monde qui nous entoure, euh, Ah, on est dans des phases maintenant d'investigation beaucoup plus importantes. Vous avez des pays comme l'Italie ou la Suisse qui sont excellentes d'un point de vue des sciences forensiques appliquées à la microbiologie. En France, on n'est pas mal placé non plus, mais c'est vrai que là, il y a eu d'ailleurs une publication très récente d'Italie avec des collègues américains qui montre notamment cette capacité de transfert du microbiote que vous avez sur la main sur des vêtements. Mhm. C'est-à-dire que si vous touchez un vêtement, ça peut rester encore un certain temps pour pouvoir déterminer le profil bactérien. Ouais. Donc, ce qui prouve qu'effectivement, on pourra, dans les années futures, probablement avoir, si je veux dire, il existe ce qu'on appelle le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, où vous avez un certain nombre, effectivement, de profils génétiques qui sont répertoriés. On pourra peut-être imaginer un jour un fichier bactérien. Ouais, donc ça serait genre montre-moi tes bactéries, je te dirai qui tu es en fait dans quelques Oui, années. En tous les, en tous les cas, une dernière question parce que je voudrais juste ouvrir là-dessus. Est-ce que comme dans la BD dans laquelle a participé Héloïse Chauchois, est-ce qu'on peut imaginer que plus ça ira, plus la médecine va intégrer les micro-organismes? Alors, on a beaucoup parlé, les Russes, il y a plusieurs médecines russes qui utilisaient les microphages, hein, ou même indiennes, hein, des médecines qui utilisent des virus pour manger des bactéries ou donc, est-ce qu'on pourrait utiliser les micro-organismes de plus en plus, puis on les connaît, pour se soigner, pour équilibrer les organismes vivants, même soigner les animaux, soigner les plantes est-ce que ça serait une solution plutôt que d'utiliser du chimique? On va dire. bon, Alors, je ne sais pas si c'est Laurent Palca ou Stéphane je Sourgère qui veut répondre rapidement. Et puis, je vais laisser Laurent prendre la parole. Non, Laurent, est-ce que c'est- vous c'est- pensez on parle de, ben, enfin, oui. Est-ce que vous pensez que les micro-organismes pourraient devenir une médecine, une vraie médecine. mais d'un côté, oui, parce que par exemple, les probiotiques, c'est déjà depuis un certain temps dans notre quotidien et c'est une façon de compenser la perte de diversité alpha de notre microbiote intestinal, hein, les probiotiques, hein, les compléments. Donc, tous les compléments qui vont enrichir. Moi, par exemple, une fois, j'ai pris des antibiotiques à large spectre pendant longtemps, dû à une pneumonie, tout simplement, eh bien, le médecin m'a donné en même temps des probiotiques et m'a donné 9 espèces de bactéries différentes à prendre dans les gélules une fois par jour. Et j'avais des milliards et des milliards de bactéries avalées vivantes par jour. Voilà. Donc maintenant, ça c'est un médicament. On peut aussi, la transplantation fécale, c'est aussi un médicament uniquement pour Clostridium, hein. Ouais, Voilà. ouais. Et pour les phages, c'est très intéressant parce que, Alors, les phages, juste pour résumer, ce sont des virus, hein, des bactériophages qui mangent les bactéries, hein. alors, ils les mangent. Il y a des, Ils il les y a des, mangent. bac- il y a des bactériophages qui lisent les bactéries, il y a des bactériophages qui ne les lisent pas. Ils font leur cycle biologique. Alors, c'est pour ça que quand on parle de cycle biologique, c'est forcément du vivant. Et à la question des virus vivants ou pas, voilà, c'est complexe, c'est complexe. On Alors, ne va pas aborder ça sur cette table ouais, ronde. simplement pour vous dire que l'histoire des antibiotiques de la phagothérapie l'histoire est la même. C'est deux méthodes qui se sont développées en même temps. Et les antibiotiques, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ont dépassé la phagothérapie pour une raison particulière. C'est que la phagothérapie prend les phages qui lisent les bactéries, hein. Les Eh virus, bien, c'est oui, les virus qui lisent les bactéries. Eh bien, il faut connaître la bactérie qui va être lysée. ils lisent Ça, pas. c'est un problème. Ça, Ouais. c'est un problème. À Et ça l'époque, peut se faire, mais c'est un problème. Alors que les antibiotiques, non. mhm. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les antibiotiques se sont développés davantage que la phagothérapie. Mais maintenant, on est en train de revenir. Parce que lorsque les gens, les patients qui ont utilisé des antibiotiques et que les antibiotiques n'ont plus d'effet sur leur maladie, eh bien, l'idée, c'est d'utiliser maintenant les phages. Voilà. Ouais. Donc, c'est encore une possibilité pour se sauver, voilà, de certaines pathologies.
Donc, on va conclure là-dessus, hein, sur les micro-organismes qui peuvent participer, qui peuvent aider à soigner, micro-organismes qui, s'ils sont bio, dans la biodiversité, peuvent nous aider à être en bonne santé, les animaux, la faune, la flore, tous les organismes vivants. Bref, nous formons un tout. Donc, merci beaucoup d'être intervenu dans cette table ronde. Est-ce que vous pouvez réexpliquer clairement la biodiversité alpha et bêta? Je vais vous donner un exemple entre Laurent Palka. Alors, Laurent Palka, dans ses microbiotes, il y a un nombre X d'espèces, hein. Ça, c'est donc de micro-organismes, hein. C'est donc la biodiversité alpha. En revanche, moi, je n'ai pas du tout la même biodiversité alpha, parce que j'aurais d'autres types de micro-organismes qui se sont développés différents de Laurent Palca. Et c'est ce qu'on appelle la biodiversité bêta, entre deux environnements, si vous voulez. Donc, on peut le comparer à deux plantes différentes. Enfin, voilà, je crois, hein, arrêtez-moi, Laurent Palca, si. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Par exemple, Sandrine, vous avez 14 espèces. Moi, j'en ai 17 ou inversement. Voilà, ça sera Ah, la j'en ai moins que vous, diversité. mince. Bon, vous en avez 17. Moi, j'en ai 14. Donc, ça sera la diversité alpha. Et puis, exactement ce que vous disiez, la composition de la communauté, de votre communauté n'est pas la même. Voilà. Ouais. Et donc, on va distinguer les deux communautés, par exemple les deux microbiotes, par une diversité. Ça sera la diversité bêta. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre microbiote intestinal, la diversité alpha diminue, mais la diversité bêta augmente. Ce qui fait les affaires des profilers Et voilà, exactement. comme Stéphane Sauvagère. Voilà. Et Alors, je voudrais dire est-ce à, que à Héloïse que il y a des virus qui sont très beaux à dessiner. Ouais. Les bactériophages, c'est vraiment très beau. Et il y a aussi des virus d'archée. Et ils sont magnifiques. Il y en a qui ont des formes de citron, des formes avec des Dans sa crochets. BD, vous les trouverez, hein. Ouais, Magnifiques. on a dessiné toute. D'ailleurs, enfin, il y a toute une planche justement où on revient sur les archées, les bactéries, etc. La différence. Et là, genre, je me suis un peu amusée parce qu'en effet, comme vous dites, c'est hyper graphique, mais c'est graphique enfin, comment dire, c'est c'est c'est- c'est- c'est un certain. Enfin, on peut pas juste. Après, il faut trouver des manières de les mettre en situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Oui, dire oui. pour parler des effets, etc. de tout ça. Oui, des métaphores. Enfin, vous arrivez Oui. à trouver des métaphores et vous en avez trouvé une multitude, vous et les scénaristes, avec les scientifiques, j'imagine, parce que ça a été réalisé en collaboration avec l'INSERM, des Tout à fait. scientifiques de l'INSERM, et vous avez réussi à avoir une diversité de situations et de. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question ou est-ce qu'on demande de l'aide aussi à Stéphane Sauvagère? Oui, c'est bon. Ah, super. Bon, bah écoutez. Alors là, je vois qu'on a une question dans le chat. Euh, Avant les antibiotiques, comment utiliser les bactériophages en thérapie? Alors, les bactériophages, je le rappelle, ce sont des virus qui peuvent lire certaines bactéries et parfois les tuer, il faut les manger. Vous allez me corriger. Alors, est-ce que avant les antibiotiques, on utilisait les bactériophages comme une médecine? Est-ce que c'était suffisamment connu avant la Seconde Guerre mondiale, enfin l'avènement des antibiotiques? Qui veut répondre à cette question? Stéphane Sauvagère ou Laurent Palca? Je ne sais pas. Oui, Laurent? c'est juste un mot, après Stéphane parlera. Non, c'est le développement des antibiotiques et le développement de la phagothérapie, c'est fait en même temps. Voilà. Et, mais il y a des scientifiques russes, hein, qui avaient développé cette capacité. Il y en a même Metchnikov, là, c'est un scientifique russe, un chercheur russe, qui faisait des tablettes de, de phages, de bactériophages. Voilà. Et donc, il était en avance sur son temps parce qu'il avait compris, hein, parce qu'à cette époque-là, voilà, faut simplement faire un petit rappel, ou en tout cas expliquer, c'est que les virus, avant la microscopie électronique, on ne savait pas à quoi ça ressemblait et on ne savait pas ce que c'était que les virus. On Parce savait qu'un virus, c'est simplement, beaucoup plus petit qu'une bactérie. C'est-à-dire que pour ah bah l'observer, oui, il fallait des microscopes optiques, bon, photo même supérieurs. maintenant, depuis quelques années, surtout les gens de Marseille ont découvert des virus géants. Il y a des virus géants qui sont aussi grands que des bactéries, mais la plupart des virus, c'est vraiment en dessous du micron, hein. Ouais. Voilà. Et Justement, il y a une personne qui nous demande de préciser la taille des micro-organismes entre eux, hein, dans le chat. ouais.
C'est une très Bon, bonne question. Une bactérie, c'est de l'ordre du millième de mètre. Enfin, dites-nous, alors une bactérie, on pourrait dire, c'est à quelle taille à peu alors, si près? vous prenez un millimètre, la bactérie en moyenne, parce que c'est très variable, et puis les bactéries, il y a des bactéries qui sont, en fonction de leur développement, elles sont plus petites. La même bactérie va être petite et après va se développer, elle va rester en chaîne. Enfin voilà, c'est assez complexe. Mais si on veut prendre une médiane, on peut dire un micron, c'est-à-dire 0,001 millimètre. Ça, c'est la bactérie. La médiane pour le virus, c'est 0,1 micron. Voilà. Ça C'est fait dire 0. 100 nanomètres. Ouais. Mais il y en a encore des plus petits, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Donc les micro-organismes, quand on parle de micro-organismes, on parle de l'ordre du micromètre ou du Oui, c'est ça, nanomètre. c'est de l'ordre du micromètre. Oui, oui, Du tout à micromètre, fait. voilà. Alors donc, pour revenir aux bactériophages, avant, donc, en effet, la difficulté d'utiliser les bactériophages, la Seconde Guerre mondiale, enfin, au moment où l'avènement des antibiotiques, c'est qu'on ne pouvait pas les observer. Donc les virus Ouais, n'étaient pas observables à la microscopie. C'est vraiment l'observation et des bactéries et des virus qui ont permis l'évolution et la compréhension des micro-organismes, en fait. voilà, ouais. Donc, les virus, avant, c'était tout ce qui passait en dehors des filtres. Voilà. Tout ce qu'on n'avait pas réussi à filtrer, c'était des virus. Voilà. Et puis après, on les a vus, mais c'était fort quand même de savoir, d'avoir compris qu'il y avait quelque chose qui était passé et quelque chose qui était entré dans la biologie, dans le monde du vivant. Voilà. Et, euh, et alors, simplement pour vous dire que les virus, ce ne sont pas des prédateurs parce qu'ils n'ont pas de métabolisme. C'est des extraterrestres, hein. Je reviens vers Héloïse parce qu'il y a une analogie qu'on peut faire avec les vaisseaux interplanétaires. Un virus qui se pose sur une cellule, on dirait un vaisseau de la NASA qui se pose sur une planète. Ah C'est ouais. magnifique, c'est Mhm. magnifique. Voilà. Et donc, les phages ou tous les virus, hein, n'ont pas de métabolisme. Ils ne respirent pas, ils digèrent pas, ils ne consomment pas. Voilà. Et donc, ils utilisent simplement la machinerie de la cellule pour se dupliquer. Voilà. Et si on les appelle des parasites, on les rentre encore dans le monde du vivant. Et alors, bon, alors, il y a une question. Alors, attention, il y a quelqu'un qui veut lancer un. Donc, Jamie veut lancer un débat houleux. Est-ce que les virus font partie du vivant? Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en débattre dans les 5 minutes qui nous restent. Je crois que c'est un sujet, une table ronde elle toute seule. Je sais pas. Est-ce que vous avez vos avis? Vous avez un avis Oui. personnel? Notre Stéphane Sauvagère, est-ce que vous avez un Voilà. avis, vous? Et après, Laurent Palca hein, personnel. Avoir, avoir un avis, oui. Alors après, c'est vrai que personnel, je reste sur l'aspect très scientifique. Moi. Oui. Donc, avoir un avis personnel, quand on fait rentrer le subjectif, pas vraiment, je reste objectif. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre quand même de preuves scientifiques. La problématique est la suivante, c'est-à-dire que c'est aussi les termes qu'on emploie nous-mêmes, en fait, même en science. Hein. Et d'ailleurs, Laurent l'a largement bien souligné, c'est-à-dire que on dit finalement le virus est un parasite. Or, le terme de parasite, on est effectivement sur des cycles après qui vont être biologiques. Alors finalement, avec nos propres définitions, on se contredit nous-mêmes. Parce que finalement, le virus, on dit qu'il n'est pas vivant, que c'est une entité. Donc, très sincèrement, Qu'est-ce qu'un organisme vivant? Il faudrait aussi voir, définir un organisme vivant, parce qu'on l'exclut du monde du vivant, parce qu'il y a certains paramètres qui ouais. définissent. Du reste, on définit comment un organisme vivant? Il faut qu'il se multiplie, il faut qu'il puisse être. C'est quoi les paramètres? Vous les connaissez, les critères de l'organisme vivant qui font qu'on exclut le virus de facto? Il faut effectivement qu'il ait son propre métabolisme cellulaire, la capacité effectivement à pouvoir ingérer des nutriments, à pouvoir les métaboliser avec sa propre machinerie, avoir des déchets, pouvoir aussi se reproduire. Donc ça, c'est effectivement des paramètres du vivant, ce que le virus est incapable. Et encore, on parle de virus, il faut être encore plus rigoureux, c'est-à-dire qu'on parle de virus quand il est à l'intérieur d'une L'intérieur. cellule infectée, sinon on parle de virion donc Mm. quand il est à l'extérieur. Ouais. Donc, sur cet aspect-là, j'avoue que je vais rester très Oui. en Mhm. retrait, personnellement.
Peut-être que Laurent, qui, Laurent, est-ce que vous voulez trancher, avoir un avis qui n'engage Bon, que vous, hein, parce que c'est une, oui, c'est moi encore en les parler. virus, je les inclus dans la biodiversité parce que c'est les seuls régulateurs des populations bactériennes, aussi bien dans le côlon que dans les océans, hein. Mhm. Donc, c'est les premiers, ils régulent les populations, mais ils ne les consomment pas, hein, mais ils les régulent, hein. Et ils ne régulent pas simplement les bactéries, ils régulent aussi les microalgues. Et c'est très important parce que lorsque vous avez des microalgues qui font la photosynthèse sur des kilomètres carrés d'océan. Ils pompent le CO2 atmosphérique, hein. Et bien ensuite, en lisant les microalgues qui, lorsqu'elles ont un squelette, en particulier de calcite, plongent, en tout cas sédimentent, font des boules, sédimentent au fond de l'océan. C'est un puits à carbone. Ça veut dire que les virus régulent les blooms, les efflorescences, et en régulant les efflorescences, participent à la diminution du CO2 atmosphérique. Donc, c'est un des éléments de régulateurs du changement climatique, c'est le virus. Voilà. Mhm. Et il va avoir un effet au niveau planétaire, régional et même planétaire de la biosphère. Donc les virus. Mais moi, je vais citer simplement mon collègue Patrick Forter. Pour moi, c'est Monsieur Virus, hein, et qui est à la retraite, mais il était à Orsay et à Pasteur. Voilà. Et lui, il considère que le virus, il y a virocelle et virion, comme disait Stéphane. Virocelle, c'est le virus qui se trouve dans la cellule en train de se dupliquer. Et alors, c'est très intéressant parce que en particulier dans les cellules d'eucaryotes, le virus qui est en train de se dupliquer, il se duplique pas n'importe où et n'importe comment. Soit il se duplique dans le noyau, soit en dehors du noyau, mais il fait ce qu'on appelle une usine virale. Et c'est tout à fait étonnant. Et alors, ce virus, il transforme, il détourne la machinerie de la cellule. Donc, lorsque le virus est en train de se dupliquer dans une cellule, la cellule n'est plus la cellule. La cellule devient autre chose avec le virus. C'est pour ça que Patrick Forter appelle ça la virocelle. Voilà. Mhm. Oui, c'est comme si quelqu'un venait dans une usine, Oui, je sais pas, de métallurgie, utiliser les machines à son propre, pour son il a propre besoin, transformé. Voilà. pour Et alors, transformer et faire autre chose avec. Ouais, ouais, voilà. tout Il à y a un autre élément, c'est que maintenant qu'on connaît les virus géants, on sait également que les virus géants ont des virus eux-mêmes. Il y a le Sputnik, c'est un virus qui parasite des virus géants. Donc un virus géant qui est parasité. fait. Ouais. Voilà. Bon, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que si on connaît des jeunes qui cherchent à s'orienter en sciences, s'ils s'orientent dans les micro-organismes, leur avenir est assuré parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir, bien plus que d'aller sur la Lune. Alors ça, vous le verrez quand vous regarderez, quand vous lirez la BD d'Héloïse, que l'espace est stérile. Alors, et je voulais juste vous montrer une image. J'ai pas retrouvé votre graphisme, Héloïse, des bactériophages, mais dans votre BD, mais j'ai retrouvé dans le alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà à peu près la forme d'un bactériophage. Voilà, je trouve qu'il a une forme très spécifique. Et c'est vrai qu'on dirait un peu un ovni, voilà, de ces virus qui attaquent les bactéries. Voilà, alors Héloïse, il y a une question. La dernière question sera pour vous. Il y a un Aveyron qui demande, non, quelqu'un dans l'Aveyron, pardon, qui demande si vous êtes sur de nouveaux projets. Je pense qu'il a envie de suivre. Oui, toujours, toujours un peu, ce qui est chouette. Ouais, ouais, bah, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps une bande dessinée qui va parler du sida. Alors moi en tant que virus et donc mais plus en tant que phénomène de société, donc moins c'est une BD qui est moins science de la médecine et plus science sociale et voilà qui sortira à la fin du mois d'août. Excellent. Voilà. Toujours avec le même. C'est toujours avec. Non, pas du tout. Là, Tu as pas avec Delcourt? ce Non, sera chez Glénat Léna, d'accord. avec un nouvel éditeur. C'était Et Delcourt avant. voilà. Et j'avais travaillé sur, mais elle est sortie l'année dernière, fait une BD sur la génétique dans laquelle on parle un tout petit peu de la génétique, enfin, du microbiote du sol, justement, puisqu'on peut utiliser la génétique pour en savoir plus sur la composition Des sols. des sols. Ouais, bah, c'est ce que fait Laurent Palquin m'a avoué qu'il avait 72 échantillons qui viennent d'arriver de toute la France et qui doit étudier. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup, hein, tous les trois. C'était très instructif, très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Donc, vous. à Stéphane Merci à Sauvagère, vous. Monsieur Choix et Laurent Palquin. Voilà.